Et je suis très heureux, Monsieur le Président, de vous accueillir au Collège de France. Vous êtes chez vous ici au Collège de France. Et surtout, quand le Collège de France parle de l'Europe, l'Europe et le Collège de France, c'est quelque chose qui va ensemble. Vous savez peut-être, Monsieur le Président, qu'on va célébrer bientôt les 500 ans du Collège de France. Et on se pose la question si on devait changer Collège de France en Collège d'Europe. Mais c'est à vous un peu de nous dire. Voilà. Très bonne table ronde qui va être animée par Philippe. Merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur le Président, cher Emmanuel, cher Mario Draghi, voilà, c'est un honneur de vous avoir ici avec nous au Collège. Après 3 décennies au cours desquelles elle a réussi à rattraper les États-Unis en termes de PIB par tête, en termes de niveau de vie, l'Europe, depuis le début des années 90, l'Europe est à nouveau en situation de décrochage, de déclin technologique par rapport aux États-Unis. Donc pendant la première heure, bon, voilà, Antonin Bergeot et d'autres ont montré l'étendue du déclin. Pour endiguer ce déclin, Mario Draghi propose un plan révolutionnaire qui combine la quête de marché de produits et de capitaux plus intégrés, plus compétitifs, avec des investissements massifs publics et privés dans la recherche fondamentale et les technologies disruptives. Il propose également des réformes de la gouvernance de l'Union européenne visant à rationaliser la prise de décision, à assouplir les contraintes réglementaires et à mettre les scientifiques et les entrepreneurs aux commandes. Le programme de Mario est soutenu par des décennies de recherche sur la croissance économique et l'innovation, et il fait largement consensus parmi les universitaires européens, comme en ont témoigné les présentations d'Antonin Bergeot, Dietmar Haroff, Mathias de Watripon et Natacha Valla. De votre côté, Monsieur le Président, cher Emmanuel, depuis que vous avez pris vos fonctions en 2017, vous avez constamment mis en garde les Européens contre le retard que nous étions en train de prendre. Et vous avez inlassablement lutté pour des politiques industrielles européennes plus coordonnées, en particulier dans les domaines de l'IA, de la santé et du climat. Alors, le rapport de Mario nous indique beaucoup ce qu'il faut faire. Voilà, et il nous indique également pourquoi il est urgent d'agir. Mais il reste la question de la façon dont nous pouvons faire en sorte que ce rapport ne termine pas dans un tiroir et que dès maintenant, ce rapport puisse être mis en œuvre. D'où l'idée d'organiser cette table ronde afin d'explorer tout ce qui peut être fait pour hâter la mise en œuvre du rapport et surmonter les divers vents contraires, les diverses résistances qui ne manqueront pas de se dresser sur le chemin de ce rapport. Emmanuel et Mario, au cours des dernières années, vous avez montré que vous étiez les leaders les plus visionnaires en Europe. C'est donc un immense honneur pour moi et mes collègues de vous avoir ici au Collège de France pour débattre de la façon de remettre l'Europe sur les rails. Je vais commencer peut-être par poser une première question, et puis on peut débattre. Voilà, j'ai quelques questions préparées, mais on peut tout à fait s'écarter. La première question que j'avais, c'est nous sommes nombreux à penser que l'élection de Donald Trump peut agir comme un wake-up call, comme un tremplin, comme un stimulant, et hâter la mise en œuvre du rapport Draghi. C'est-à-dire que l'Europe dit, voilà, face à l'élection de Trump, plus que jamais, il faut se réveiller, et voilà, il faut mettre en œuvre le rapport. Mais il y en a certains qui expriment la crainte que Trump complique les choses en divisant les Européens. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion? Well, first, hi. Sorry, I speak English. Hi to everybody, and thank you very much for this honor, extraordinary honor, the Collège de France has offered me today. And let me thank Philippe, and let me thank the President of France. So, is the election of Mr. Trump a wake-up call that will lead all of us to act together, to put our minds together, or is it what? Well, I think in the short term, I really don't know how to answer this question. In a sense, let me say what happens. It's very difficult to say exactly what happens because, especially with this sort of president, he may change mind. But there are certain things that are pretty sure. One thing is that it will give a further great development impulse to the high-tech sector. Now, it so happens that that's exactly the sector where we are behind already. So we are going to face a period of time
where we have to work more intensely than we might have planned to do it before. The second thing, which is pretty safe to say, is there are going to be more tariffs. And so by the way, incidentally, in the last 5 years, Europe has become even more dependent on the United States. Exports now are about 20% of our total trade. The US is the second largest supplier of liquid natural gas and the largest supplier, as we all know, of military equipment for the war in Ukraine. So the fact that there are tariffs there is something that we should keep in mind. Of course, one shouldn't sound alarms. Today I saw a statement by the president of the Bundesbank saying that tariffs will derail the recovery of the German industry. Certainly the world is changing, but it's not only that. This administration will change the competition rules in the United States, for sure. And the deregulation will move towards a faster rhythm. And also, by the way, we should expect pressures to change our own EU regulation to make space for the high-tech sector of the United States. And so on and so forth. Climate standards are going to change for sure. The little that was done before probably is going to be reverted. So the bottom line, oh, by the way, there is one other consideration that we should look with extreme attention. The relationships between US and China and Europe over the past few years were basically ones where the US gradually did a modest decoupling. Foreign direct investment into China from the United States basically went to zero, while European investment continued. And we moved in a way that we were more de-risking than decoupling with China. In other words, we're careful about investments in technology not to happen. But basically, we were left to our own. Now, there have been hints that this may change. In other words, that international relations and trade relations may ask to be aligned. In other words, if there is a tariff wall, if you are a friend, you're in. If you are not a friend, you are out. And I'm going to judge you whether you are going to be a friend. But the bottom line of all this is that we depend on others more than the others depend on us. And in the past, in that world, it wouldn't make any difference. Now it does make a difference. And so, in a sense, one main message of the report is that we have to learn to grow by ourselves. Thank you. Merci beaucoup, merci Philippe, et merci pour l'accueil fait au Collège de France, et merci à Mario Draghi de prendre le temps de venir après avoir fait ce rapport dans lequel je crois pouvoir dire qu'on se retrouve pleinement. Et au fond, ce qui est décrit dans ce rapport, quoi je crois véritablement, et ce que vous avez montré dans le premier temps de cet échange, c'est qu'on a un modèle de croissance qui, depuis maintenant près de 30 ans, crée moins de richesse par tête que les États-Unis d'Amérique. Et les chiffres sont là et le montrent. Et c'est un problème, je dirais, au carré pour nous, parce qu'en plus, nous avons un modèle social beaucoup plus généreux. Et que nous sommes un continent qui vieillit. Bon. Et donc, si on en reste là, on a un décrochage qui a commencé, qui va s'accroître. Il y a plusieurs éléments qui justifient cela, mais de manière très claire, il y a eu plus d'innovations faites sur le continent américain, enfin aux États-Unis d'Amérique, et cette innovation s'est diffusée beaucoup plus rapidement dans le reste de l'économie que chez nous. C'est quand même le grand élément explicatif de tout cela. Et quand on regarde, je crois que ces dernières années, on a plutôt pris des décisions dans les bonnes directions, mais sans doute avons-nous fait un peu trop tard, en tout cas on ne fait pas assez vite et encore assez à la bonne échelle. Mais si on regarde l'Europe, pour le dire de manière très simple, on sous-investit, public et privé, et surtout en matière privée sur les éléments de recherche qui sont différenciants, on surrégule, on a plutôt accru cette surrégulation par rapport aux Américains, on protège trop peu,
Et c'est ce qu'on essaie de pousser depuis 7 ans avec cet agenda d'autonomie stratégique. Mais au fond, on s'est toujours comporté comme si notre marché était un élément de régulation, mais on ne le protège pas. Les Américains et les Chinois protègent leur marché. Et, dernier point, on a beaucoup sacrifié notre demande intérieure. C'est un débat qui est peut-être moins présent dans notre conversation européenne, mais on a en fait des arbitrages de politique macroéconomique de manière plus générale qui ont favorisé des modèles tirés par l'export, là où les Américains ont beaucoup plus protégé leur marché intérieur et sa composante de demande. Ce qui fait que nous, quand l'export s'enraye, c'est encore plus dur. Est-ce que l'élection de Donald Trump vient corriger un de ces points? Est-ce qu'on peut penser que, de manière naturelle, les États-Unis d'Amérique vont reconverger vers nous sur ces différents points qui expliquent ce différentiel? Tout le contraire. Ils vont les accroître. Puisqu'il y a plutôt les points de direction, ce qu'on connaît, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a dit en campagne et l'idéologie qui sous-tend son action, c'est plutôt qu'ils vont continuer à investir massivement. Et les chiffres sont là pour le montrer. D'ailleurs, la place des capitalisations boursières américaines, la volonté du gouvernement, la politique pro-innovation. Bon. Deuxièmement, il ne va pas surréguler. En tout cas, ce n'est pas prévu au programme. Et c'est plutôt une administration qui va déréguler. Elle a commencé. Les annonces, d'ailleurs, des dernières heures semblent indiquer que c'est ça. Dans un agenda, d'ailleurs, totalement désinhibé de connexion entre la dérégulation et le business. Bon. D'ailleurs, avec des règles de gouvernance qui ne seraient pas possibles chez nous, pour le dire pudiquement. Troisièmement, est-ce qu'ils vont moins protéger? Non. Et ils vont même rentrer, et ça c'est tout ce qu'il faut voir, dans une tension tarifaire qui sera supérieure. Maintenant, je ne dramatise pas cela, c'est bipartisan cette approche. Et je rappelle que ces dernières années, l'administration Biden avait suspendu les tarifs que nous avions eus, mais elle ne les avait pas annulés, et que si on prend l'Inflation Reduction Act, c'est sans doute un des paquets les plus protectionnistes qu'on ait connus ces dernières décennies pour les clean tech, et qui était y compris très agressif à l'égard des chaînes de valeur européennes. Et donc on a une administration qui va continuer de protéger très fort le marché, au risque d'ailleurs de démanteler les chaînes de valeur entre les Européens et les Américains. Et l'un des points qu'évoquait Marion Cru, qui est pour moi très important, c'est de savoir aussi comment on va être pris dans la guerre commerciale avec la Chine. Parce que l'une des choses, ça peut être tarif pour tout le monde. L'autre, ça peut être de forcer les Européens, au fond, à se séparer plus vite des Chinois. Et à dire, nous, on met des tarifs très forts sur la Chine, mais si vous êtes plus complaisant, on vous mettra les tarifs. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura un risque de division chez les Européens, selon les intérêts sectoriels et des différents pays. Les uns étant très exposés au marché chinois, disant « ça me fait un peu peur de sortir trop vite de ce marché ». Les autres, qui seront plus dépendants au marché américain, céderont plus vite à la pression que le gouvernement fédéral américain pourra mettre. Mais on rentre dans un univers très clairement de guerre de tarifs. Et moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais à mes yeux, depuis l'Inflation Reduction Act, je considère que les deux grandes économies ont décidé de ne plus respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce. C'est un état de fait, donc il ne faut pas qu'on soit naïf. Et donc, dans ce contexte-là, pour moi, l'élection américaine ne vient pas changer le constat en profondeur qui est fait par le rapport Draghi, que je partage, que j'évoquais à la Sorbonne il y a quelques mois, qui est au cœur de ce qu'on a poussé ces dernières années avec Thierry, la commission sortante et les ministres qui sont là et qui ont porté cet agenda. Simplement, c'est un moment d'accélération. Et je pense que plus on attend, plus en fait on aura des dilemmes impossibles à solutionner. Parce que l'écart continue de se creuser. Et donc, nous n'avons d'autre choix que d'être encore plus unis, mais que de mettre en œuvre de la manière la plus rapide possible des grands choix sur le marché unique, sur les financements, sur quelques politiques industrielles et d'innovation, et sur une politique commerciale comme on a commencé de le faire, enfin, comme la Commission a commencé de le faire avec les véhicules électriques. Je vais poser une deuxième question reliée à l'autre. C'est il va y avoir des résistances sur différents points. Certains pays vont être plus volontaristes que d'autres. Pour faire avancer la mise en œuvre des recommandations du rapport, est-ce qu'on devrait à tout prix rechercher des accords globaux impliquant tous les pays de l'Union européenne ou devrions-nous plutôt pas adopter une approche de coalition of the willing, c'est-à-dire de dire, ben voilà, certaines choses, par exemple les DARPA européennes ou d'autres politiques, on démarre avec ceux qui veulent. Et puis après, qui même me suivent, quoi. D'autres, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas adopter plutôt une approche coalition of the willing? Et par ailleurs, question annexe,
est-ce qu'on ne devrait pas également impliquer dans certaines de ces politiques le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l'Europe, mais dont on sent bien qu'ils veulent se rapprocher de nous à nouveau. Je sais que vous receviez M. Starmer il y a 2 jours, et je sais que j'ai des amis qui conseillent Starmer, des économistes qui le conseillent, notamment en matière de politique d'innovation, comme John Van Drienen et d'autres, et ils veulent absolument faire des choses. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas essayer avec tous ceux qui veulent, y compris avec eux, dans certains domaines, eh bien, démarrer et faire des choses? Ou bien faut-il plutôt être au niveau de l'Union européenne globale? Voilà. Quel est un peu, comment vous voyez les choses? Well, we are now, in a sense, entering into the second part of this conversation with this question. Namely, if the election of President Trump is going to be a wake-up call, and we actually decide to wake up, what should we do? How should we do it? And in a sense, this is the question. The question is, we would like ideally always to move together. You know, this is the European spirit, and so we have to aim at that. The experience of the last few years, which you, Mr. President, are actually living every day through, shows that there are many divisions. There are different viewpoints, but especially there was, maybe now it's changed recently, but there was a different sense of urgency of the things to do. So at the same time, the pace of change has changed. Now everything goes faster. Now we cannot take 19 months to have a piece of legislation from its drafting, the proposal of the Commission, to final legislation. We cannot have multiple veto layers for everything, even the simplest things. So and also many of the policies that are being suggested, indications that are being suggested by the report, are composite. In other words, they do require simultaneous action of different policies: trade policies, fiscal policies, legal policies, regulation policies, competition policies, and so on. So all this sort of makes the movement together a bit difficult to think about. Fortunately, there are various ways we can move forward. Certainly, the very first thing would be an extension of the qualified majority vote into many fields. We know how difficult that is to obtain, because there are some countries are hostile to a change like that in principle. The next step is to go by enhanced cooperation agreements, which basically means that a few countries reach an agreement, but this agreement is subject to the control of the European Parliament and has to be voted in favor by all the remaining countries if the agreement concerns areas where qualified majority voting is foreseen. And finally, we have the area of intergovernmental agreements, which, by the way, has produced good outcomes in the past. Some good initiatives are actually the outcome of this. And I think we have to think about moving fast and moving together, especially thinking that I don't want to be too pessimistic, but one of the possible paths in the future will be European countries that will be tempted to strike separate deals with either the United States or China and so on. Now that we should, in a sense, try to contain that, avoid first and possibly contain. Now, come to UK. Again, the UK actually faces very much the same challenges we do face, no? The UK faces uncertainty on trade. It faces basically the same problems of productivity and so on. So there is a natural counterpart for many of the things we want to do. Now, of course, being in a situation where we have to change some of the rules, it's quite clear that the more we are, the more difficult it is. But ideally, clearly, they would be a natural partner. And they are, by the way, already a natural partner in some issues like defense, for example. Non, je partage. On veut toujours aller plus vite et on doit aller beaucoup plus vite.
Le risque étant de sous-estimer la valeur de l'unité. D'abord, ce qui fait la force de notre Europe, c'est que c'est son marché unique. Et le marché unique, ce n'est pas qu'une alliance de consommateurs, ça doit devenir maintenant le cœur d'une politique industrielle. Et si on ne le valorise pas comme ça, il y a peu de chances qu'on réussisse. Et c'est ce qu'on a commencé à faire ces dernières années, donc moi je ne vois pas de fatalité. Simplement, si on se divise, on perd cet avantage-là. Et le risque, si dans les 2 ans qui viennent, on n'a pas des résultats concrets, c'est que certains pays soient tentés par des aventures singulières, en effet avec les États-Unis d'Amérique. Bon. Donc je pense que la préférence doit aller à l'action collective, parce que c'est ça qui permet d'avoir une action efficace. D'abord parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger notre marché, je le disais. Ce n'est pas du protectionnisme, mais quand on a des économies comme la Chine qui, depuis 10 ans, sursubventionne certains segments de son économie et arrive à un niveau, dans beaucoup de segments, de surcapacité. Elle déverse sur notre continent ces surcapacités. Si on ne protège pas notre marché, pas pour faire des distorsions par rapport à l'OMC, mais simplement pour restaurer des règles de juste concurrence, on n'a aucune chance d'avoir une politique industrielle. Et si on n'est pas unis, on n'a aucune chance de résister à une politique tarifaire injuste qui viendrait des États-Unis. Donc la politique commerciale défensive, elle se fait au niveau du marché unique. Ça, c'est le premier point. En défensif, c'est très important. Et on commence à l'assumer avec cette fameuse question des véhicules électriques chinois. Mais c'est que le début. Parce que la vraie question, si on prend les véhicules électriques, c'est le contenu européen. Ce n'est pas simplement le véhicule lui-même. Et là, on va rentrer dans une phase où très rapidement, il faut qu'on définisse quel est le contenu européen, comment on le mesure, comment on le protège. Sinon, très vite, d'ici 6 mois, nos constructeurs iront sourcer des équipementiers chinois et auront contourné les règles qu'on aura mis nous-mêmes. Ça, c'est une vraie politique qui est d'ailleurs très comparable à ce que les États-Unis d'Amérique font avec l'ALENA. Ils définissent un contenu régional et, entre guillemets, ils le protègent. Donc il faut qu'on ait des règles homogènes avec les autres et elles seront effectives si elles se font au niveau du marché unique, c'est-à-dire des 27. Parce que là, si on le fait à quelques-uns, ça ne marche pas puisqu'on fonctionne sur ces biens, ces services à 27. Le deuxième élément, c'est le marché unique lui-même. C'est qu'une des explications très bien décrites dans le rapport de Mario de notre insuffisante compétitivité, c'est qu'on n'a pas été au bout de ce marché unique. Et qu'au fond, on n'en fait pas un vrai marché domestique qui permet à une entreprise qui se crée en Europe d'avoir tout de suite un marché domestique de 430 millions de consommateurs et de ne pas avoir à gérer 27 règles. Et donc, on doit rentrer dans un agenda qui est en même temps un agenda de simplification, qui est de dire comment on intègre mieux les grands secteurs sur lesquels on a décidé de jouer ensemble. Et puis comment on ne rentre pas dans la logique du marché unique sur des secteurs qu'on avait tenus à l'écart jusque-là. Je pense à 2 grands secteurs que sont l'énergie et les télécommunications. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'une des explications de nos dysfonctionnements et manques de compétitivité actuels, parce qu'on avait tenu l'énergie à part du marché unique, ce qui fait qu'on a des modèles très nationaux et on a des interconnexions très déficientes, ce qui est une des raisons du fait qu'on paye aujourd'hui l'énergie trop chère, en tout cas qu'on a un marché qui a largement dysfonctionné. Et quand on regarde, on a aujourd'hui un marché de télécommunications qui n'est pas vraiment intégré au niveau européen, du coup qui a une capacité à investir bien moins grande qu'aux États-Unis d'Amérique. Et quand vous regardez l'innovation des 30 dernières années, elle a d'abord été impulsée par les grands telcos, parce que simplement, il y avait autant de telcos aux États-Unis d'Amérique qu'il y en a en France. Donc il y a quelque chose qui ne marchait pas. Voilà. Donc ça, le marché unique, c'est un point qui est important parce qu'il redonne de la capacité à investir. Dans ce contexte-là, l'un des points qu'on doit faire à 27 et qui, s'il ne marche pas, peut se faire à quelques-uns, c'est le secteur financier. Et l'union des marchés de capitaux est un point clé. On y reviendra sans doute dans la discussion, mais je pense que c'est un des points sur lesquels on peut avancer très vite. Et si à horizon de 18 mois, on n'a pas des résultats à 27, on peut dire qu'à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une coopération renforcée, parce que ça, on ne peut pas retarder. Il y a une aberration européenne sur ce sujet. On est le continent qui épargne le plus, et on est le continent qui investit, enfin si je prends les 3 plaques, Chine, États-Unis, nous, on a le plus d'épargne, et on est ceux qui investissons le moins dans l'innovation, le risque, plus largement le capital. Ça, c'est une aberration qui est liée au fait qu'on n'a pas un vrai marché de capitaux intégré et surtout qu'on a des règles aujourd'hui qui sont devenues inadaptées pour ce faire. Après, il y a toute la politique industrielle, on peut aller très vite, et d'innovation. On l'a fait ces dernières années avec les fameux projets d'intérêt justement communautaire, les PIEC, sur l'hydrogène, sur les batteries, on a eu des vrais projets européens, sur les semi-conducteurs, pour n'en citer que quelques-uns. On a décidé des grands projets européens, on met de l'argent et on y va.
Et ça, je crois que maintenant, sur le quantique, sur les clean tech, sur l'intelligence artificielle, sur les grands projets de défense, c'est cette approche qu'il faut avoir. Alors après, les Britanniques, dans cette affaire, tout ce qui touche au marché unique, j'ai envie de dire, par nature, on ne peut pas le leur donner. Sinon, soyez le bienvenu au club. Mais il faut faire très attention à ne pas donner des droits de passagers clandestins, parce que sinon, le coût de la sortie de l'Union européenne n'existe plus et on va se retrouver avec des Brexit en série. Donc il faut de la cohérence. En matière de recherche, par contre, on peut avoir des politiques plus intégrées, il faut simplement des éléments de réciprocité clairs. Mais là aussi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Donc voilà, en hiérarchisant les choses, je pense quand même qu'il y a une grande incitation à être unis, et donc il y a un agenda à scander avec la Commission européenne, mais ça suppose d'avoir un Conseil qui donne des orientations, des calendriers beaucoup plus stricts. Et deux choses, Mario parlait de la majorité qualifiée. Moi, je suis aussi un grand promoteur. En vrai, sur tous ces sujets, on est déjà à la majorité qualifiée. Le vrai problème, c'est que nous avons un biais qui existe depuis des années, c'est celui du retour géographique. Parce que dès qu'il y a la majorité qualifiée qui existe, tous les pays, et parfois les plus grands l'ont montré ces dernières années, ils ramènent les choses au Conseil européen, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, pour revenir de fait à l'unanimité. Donc nous avons, par notre gouvernance, tué nous-mêmes l'esprit des traités. Ce qui ne fonctionne pas sur les grands projets de recherche, d'innovation et les choix industriels que vous avez évoqués, qu'on continue d'évoquer avec Mario, c'est qu'il n'y aura pas 27 champions. Et qu'il n'y aura pas, sur les grands choix qu'on fera, un retour géographique dans chaque pays, je dirais même à hauteur de la quote-part qu'on met. Et le vrai malentendu est là. Et donc, nous devons aussi accepter d'avoir une approche, au fond, du meilleur athlète, pour faire une mauvaise traduction d'une formule anglo-saxonne, ou en tout cas d'assumer qu'on dit on veut 1 ou 2 champions européens, par exemple dans le quantique ou dans l'IA, par exemple sur la question du cyber. Il y a une agence européenne qui sélectionne peut-être 10 projets de manière indépendante, avec les meilleurs experts académiques, etc. Et on assume qu'on aura peut-être un taux d'attrition important et qu'il y aura un champion qui survivra, qui sera un très grand champion européen. Et il sera peut-être en Pologne, et ce ne sera pas grave pour la France et pour l'Allemagne. Mais cette approche-là, aujourd'hui, n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, dès que nous mettons de l'argent dans y compris un projet dit fédéral ou européen, nous regardons notre retour géographique. Et donc, dans la compétition internationale, nous tuons notre compétitivité. C'est toute la difficulté qu'on a eue avec Ariane pour comparer Ariane avec SpaceX. On avait beaucoup d'avance. Simplement, nous, on fait des fusées, mais c'est pareil pour les missiles, etc., en faisant passer les composantes 6 à 10 fois les frontières pour être sûr qu'il y a tant d'heures de travail en Allemagne, tant en Espagne, tant en France, tant en Italie, etc. Quand de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui vous dit « je disrupte tous les modèles de production et là où il fallait des très grandes usines à 4 endroits différents, je le fais dans un garage comme on ne sait même pas produire des voitures ». Donc il faut réussir à adapter notre gouvernance et nos choix politiques profonds à cette réalité. Voilà ce que je voulais simplement rajouter. Donc je passe à la question. Merci pour ta question lumineuse. Je vais passer à la question suivante. Donc je reviens sur ce que vous avez dit sur à propos du marché de capitaux. Donc le rapport, effectivement, consacre une grande partie à l'unification des marchés de capitaux. Il indique en particulier qu'en moyenne, les pays européens n'arrivent pas à transformer l'épargne en investissement innovant. On épargne 3 fois plus que les Américains et on n'arrive pas à transformer cette épargne en investissement innovant. Mais vous mentionnez la Suède comme une exception quelque part. Dit que la Suède, il y a des choses intéressantes qui se passent en Suède. Donc peut-être vous voulez nous en dire quelques mots. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut s'inspirer du modèle suédois? Est-ce qu'il y a des choses que d'autres pays peuvent reprendre? Et toujours ça c'est ma première question sur la finance. La deuxième, c'est que dans votre rapport, Mario, vous proposez d'assouplir la titrisation des prêts bancaires afin d'augmenter la capacité globale de prêt des banques et de développer davantage les marchés de capitaux en Europe. Mais d'aucuns peuvent vous dire, oulala, faites faire attention, parce que si on relâche trop les règles de titrisation, eh bien, est-ce qu'on ne va pas générer de l'instabilité financière du type de ce qui a provoqué la crise financière de 2008 ? Voilà mes 2 questions que je pose à propos de la partie finance. Voilà. Yeah, no, let me say one thing before I answer these 2 questions. I'm still thinking about the first question. Whether we'll actually find the energy and the willingness to actually do the right things or the things that are being suggested.
And so what makes me think that we will find the energy and we'll finally find a way to put our minds and acts together is that many of these actions, including what the President just said about the single market, are there is no alternative. And this is a reaction to the comments after the report had come out, that somebody who didn't even read the report said, "Oh, it's so expensive," and these things don't cost anything. So there are at least 4 things that could be done immediately, and we'll come to the second question in a moment. The first is exactly what the President said before, namely fight the fragmentation of the single market. But here I want to argue why that is so important. It's specifically important for raising productivity. Right now, the situation is the following. A small company, highly innovative, with a patent, wants to develop it, and it could be attractive, financially attractive, only if it could scale up the project and actually operate over the whole European Union. But this today is not possible. It's not possible because we have infinite barriers everywhere. And what happens? Here it comes the US investor and basically tells the inventor, listen, this is the money, but I'm going to give you much more than money. I'm going to give you the access to the US market. So you see that the argument whereby we don't have innovation in Europe because we don't have money is just not the predominant one. We turn it around. We don't have financing because we don't have scalability of these projects. They are not financially attractive. So that's one reason why this thing doesn't cost anything in money-wise, in money terms. The second one is exactly the capital market union, like you and the President were suggesting before. But here I would like to point out a different angle to that. That's important not for the banks. Frankly, the banks are relatively marginal to the report. They are, I mean, they do lots of good things, of course, but they are not very good. Actually, they're not good at all at financing innovation. Innovation has long gestation cycles, has uncertain returns, doesn't actually give cash flow to the shareholders for a while. Basically, debt or bank debt is not a good financial instrument for financing innovation. They need a capital market. So it's not because of banks the capital market union is important. It's important for the people. Why? Well, look at that. We save twice as much as the United States, at least twice as much as the United States. But our wealth has grown at 1/3 of the speed at which the United States households' wealth has grown over the last 15 years. And I don't want to make a comparison between the financial wealth of one household, typical households in US and in Europe, because it's terrible. So the capital market union is important for people, for demand, for consumption. It's not the case that there are many reasons, but one could be this one, that consumption in Europe has stagnated over the last 5 years, has grown by 2%. In the United States, over the same period of time, it's grown by 13%. By the way, I'm always benchmarking with the United States, not because I think they're better than we are in everything. They have other problems where we are much better. We want to retain our social welfare system for one thing. And many of the reasons why this report points so much emphasis on competitiveness, on productivity, is exactly to show that our non-being competitive does not depend on the fact that we have a strong social welfare system. Now let me come to exactly on this point to Sweden. Sweden is sort of the poster child of the report. It's a country where productivity is been at the same level as the United States, and if not a little higher sometime. It's a dynamic, innovative environment, lots of patents, and so it's natural to ask, what do they have? Well, they have strong social welfare system, as I said before, but what else do they have? Well, when you look at the way
innovation, the way the private sector is financed in Sweden, you find out that 70% of the credit to the private sector comes from capital markets and 30% from banks. And then you look at Germany, France, Italy, Spain, it's exactly the opposite. 70% comes from banks and 30 or even 25% comes from capital markets. So that's one difference. The second thing is that they have a fully funded pension system. And we have, France, Germany, Italy, Spain, have a so-called pay-as-you-go pension. So there isn't a deposit of capital that could be invested in capital markets by the households, by families, by the citizens. Third, they have done a very good job at making citizens' access to capital markets easier in a variety of ways, fiscally, but also in advising way. Fourth, they have a very, very well integrated system of collaboration between government, universities, research, and industry. So all this makes Sweden a country which we can actually look at and perhaps learn something from them. Now, let me jump into securitization. Now, that's in sort of on the bank side. Securitization allows banks to mobilize capital in a more efficient way. There is a history to that. In 2007, in the beginning of the great financial crisis, I was president or chairman of the Financial Stability Board. We had the first manifestations of the crisis. And so the G7 asked the Financial Stability Board, asked me, to prepare a report, even at that time, a report. I've done other things besides writing reports, by the way, incidentally. But a report on what could be the possible answers to the crisis. And we came out with 77 recommendations. All of them, or say a large majority of them, have been now put into place, either in the US legislation and in Basel III and in our national legislation. With respect to securitization, at that time, we had European securitization and US one. The US one had a default rate in 2007 of 15%. In 2008, in 2009, Lehman crisis, and so on, that default rate obviously skyrocketed much, much higher. In Europe, we had 1% default rate. So we were behaving much better already. Those recommendations of the report went to the European Parliament that gold-plated meaning putting other regulations on top of the previous ones and basically killed the whole industry. And that's what it is now. So it's a plea to sort of revisit this legislation, not to have a lax regulation. Nobody wants that. Nobody wants to have again the great financial crisis in Europe, but simply to make it a little more functional, efficient. And given that we don't have yet a capital market union, a way to sort of partially, mildly circumvent the absence of a capital market union would exactly be able to have a securitization platform that works well. Thank you. Non, juste en deux mots sur le marché de capitaux. Mario l'a redit, et pour que ce soit bien clair pour tout le monde, notre modèle de financement de l'économie de l'Europe continentale c'est l'exact inverse de celui des économies anglo-saxonnes. C'est-à-dire 70% environ, en effet, du financement de notre économie va à travers des institutions, les banques et les assurances, 30% seulement à travers les marchés de capitaux. Et donc on était très dépendant de ces intermédiaires qui étaient les banques et les assurances, quand par des produits ou directement, ils allaient sur les marchés de capitaux. À l'inverse, les anglo-saxons sont des acteurs directs de marché, parce qu'il y a les fonds de pension, entre autres, et autres, qui permettent d'avoir justement ces capitaux qui vont directement sur des opérateurs de marché de capitaux. Et donc 70% de leur économie passe par là. La crise financière a une conséquence simple, on est sorti avec des régulations pour réduire le risque.
Le double paradoxe de cette régulation, c'est qu'elle a plus touché les opérateurs que les acteurs des marchés de capitaux. Donc cette régulation a été surtout une régulation des banques et des assurances, les fameux Basel et Solvency, et qu'en fait, elle a surtout été appliquée par les Européens, mais pas par les autres. Et donc nous sortons de cette crise avec Solvency II et Basel III, qui surrégule, enfin en tout cas qui a régulé et qui a mis, donc il n'y a plus de risque systémique, mais qui a mis beaucoup de contraintes à nos banquiers et nos assureurs, et qui a fait qu'on les a fait sortir de l'économie de fonds propres. Et donc toute notre épargne qui est par structure chez nous, dans des produits d'assurance vie, dans des produits bancaires, dans des produits assurantiels, elle est ensuite allouée par le bilan de ces intermédiaires de marché, non plus du tout sur des produits qui existaient avant, de financement de private equity, de marché, etc., qui permettaient d'aller dans l'innovation, d'aller dans nos entreprises et autres. On l'a complètement chassée de ça, elle va massivement vers des produits qui sont plutôt les obligations. C'est-à-dire, elle achète notre dette, et devinez quoi, la dette américaine. Et donc, le paradoxe, c'est que l'épargne européenne, bien plus abondante que l'épargne américaine, est utilisée à essentiellement financer de l'endettement européen et américain. Et comme c'est beaucoup moins rentable, les chiffres d'enrichissement des ménages donnés par Mario le montrent, eh bien, elle est divertie vers des acteurs de marché américains parce qu'ils sont plus profitables. Donc, stupidité au carré de notre affaire. C'est-à-dire que notre épargne, on l'utilise mal, on la laisse partir vers d'autres, et en plus, elle ne finance pas ce qui est bon pour nous. Parce qu'il y a eu une forme aussi, il faut bien le dire, il y a un doute culturel, il y a une moins grande sympathie à l'égard de ce qu'on appelle là, nous joliment, marché de capitaux, mais qui est la bourse, qui est les marchés, etc. Et si demain, dans le débat public, Mario a fait l'éloge du modèle suédois, j'y souscris. Enfin, si je vous dis formidable le modèle suédois qu'on trouve tout sympathique, il y a des fonds de pension, c'est super, on va le faire en France, je susciterai quelques mois, je crois. Même moi, je suis, vous voyez, prudent. Donc, c'est pas ce que je dis. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que c'est un des facteurs explicatifs. Et on le paye sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? D'abord, il faut peut-être réadapter les choses. Et donc, la titrisation, c'est un peu croquignol, c'est shadokien comme affaire. C'est comme on a empêché les acteurs eux-mêmes d'investir leur bilan dedans, on leur crée, vous voyez, des grands tubes, c'est comme dans les shadoks, des grands tuyaux qui vont contourner la chose pour pouvoir revenir en fonds propres. Donc ça, c'est le tuyau shadokien de la titrisation, c'est-à-dire on dit, comme vous n'avez plus le droit d'aller en fonds propres direct, on va créer des mécanismes qui vous permettront quand même d'aller emmener cette épargne vers les fonds propres avec des règles. Donc ça, on peut le faire à 27, il y a des premières consultations qui ont été faites, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut qu'on simplifie, il faut qu'on ait des opérateurs de marché. Et on a là-dessus cette force en Europe, on a des grands opérateurs, il faut les développer, il faut aller vers l'opérateur le plus unique possible pour simplifier les choses et avoir une plateforme de titrisation aussi commune. Et ensuite, moi je pense qu'il faut, dans la synchronisation qu'on doit faire avec les Américains, synchroniser aussi nos régulations. On a une double synchronisation à faire si on veut être compétitif par rapport aux Américains. C'est qu'on doit essayer de pousser les réglementations qui vont trop vite dans certains domaines, et essayer de se remettre un peu à la même échelle. Mais il faut regarder s'ils décident et confirment qu'ils n'appliqueront pas les règles prudentielles sur leurs opérateurs, de se dire on se donne un peu de temps, un peu de flexibilité, pour qu'en tout cas, nous, on puisse réinvestir sur les fonds propres. Donc ça, c'est les points prioritaires. C'est pour ça que, en effet, la titrisation est si importante, c'est qu'elle permet d'allouer cette partie. Et ensuite, il y a l'idée d'aller vers un système de supervision unique et tout ce qui compose un marché unique des capitaux, c'est-à-dire permettre de bâtir des opérateurs de marché, d'un marché des capitaux unique en Europe, ce qui va permettre de prendre justement cette épargne et de l'investir de manière productive dans le risque européen, dans l'innovation européenne, dans les start-up, dans les entreprises de taille intermédiaire, et de financer cette croissance. Parce que, pourquoi on a besoin de ça? Quand on prend 2 pas de recul, on a beaucoup moins financé, c'est notre système privé qui finance beaucoup moins les fonds propres en comparaison avec ce que font les Américains. Mais le rapport Draghi, pardon de le dire comme ça Mario devant toi, mais qui est conforme à cet égard avec tous les rapports, dit on a un besoin de financement d'environ 800 milliards d'euros par an. Et on peut se dire c'est moitié privé, moitié public. Enfin, c'est pas complètement aberrant de le faire. Et au fond, ces métriques sont atteignables si justement on sait mobiliser notre épargne et qu'on sait l'investir en fonds propres, parce qu'on a largement de quoi faire 4 à 500 milliards d'euros par an d'investissement en fonds propres dans notre économie, que ce soit l'innovation ou la croissance de nos startups. Just one addition to this.
To give you an idea of the difference in financing of research and innovation in the United States with respect to Europe, we have basically, in Europe, we have 80% public, 20% private. In the United States, it's just the opposite. 20% public, which, by the way, in percentage with respect to GDP is the same as in Europe, and 80% private. The 80% private, however, amounts to $270 billion of difference every year. Every year. The public financing, I said, is the same in percentage, but it's focused. There is only one entity, the federal government, that finances research and innovation. In our case, we have a EU level, and that's highly fragmented. But also at member states, they're individually highly fragmented. So this means that there is little so-called intensity to the financing. Namely, intensity means what? Means that I can actually pour adequate financial resources into something that's worth being financed and worth being pursued. And we don't have that. Let me move to the... So when you spoke about quand vous avez parlé du marché unique, vous avez montré l'importance d'un marché unique en disant, avec l'argument notamment qu'un innovateur en Europe, eh bien, il a un marché très restreint pour son innovation, il ou elle, et donc il ou elle a une incitation à innover aux États-Unis parce que là, le marché est beaucoup plus gros. Donc, disons, une des raisons qui militent pour un marché unique, c'est que ça augmente les rentes à l'innovation. Il y a un effet de taille de marché, market size effect. Mais il y a une autre raison, c'est que le marché unique, ça stimule, ça permet la concurrence, et on sait que la concurrence stimule l'innovation. J'innove pour échapper aux concurrents. C'est une raison très importante. Voilà, donc je travaille beaucoup là-dessus moi-même. Donc on sait que c'est important, et donc le marché unique, la concurrence, c'est très important. Et dans le rapport, vous soulignez les multiples réglementations locales qui entravent la réalisation d'un marché unique concurrentiel. D'accord ? Donc la concurrence, c'est très important. Mais en Europe, souvent, au nom de la politique de concurrence, on a dit pas d'aide d'État sectorielle, quoi. C'est un peu la doctrine Anne Kruger, quoi. Tu vois, Anne, j'aime beaucoup Anne, elle est très sympathique, mais c'était la doctrine du Washington Consensus. Comme on croit dans la concurrence, n'importe quelle chose qui s'apparente à de la politique industrielle, on pick winners, on choisit les gagnants, et donc ça biaise la concurrence. Donc si on croit dans la concurrence, il ne faut surtout pas de politique industrielle. Et je crois qu'un des aspects novateurs du rapport, c'est que le rapport, à la fois, il prône la politique de la concurrence, il prône un renforcement de la politique de concurrence en Europe, mais en même temps, il prône une politique industrielle de l'innovation, une politique de l'industrialisation par l'innovation, qui aille de pair avec la politique de concurrence. Donc comment vous réconciliez politique de concurrence et politique industrielle? Est-ce qu'il faut repenser ou améliorer notre politique de concurrence européenne pour qu'elle accommode mieux la politique industrielle? Et est-ce qu'il ne faut pas repenser la politique industrielle de l'autre côté pour qu'elle devienne plus pro-concurrence? Par exemple, les DARPA américaines sont une manière peut-être de réconcilier politique industrielle et politique de la concurrence. Or, à part ce que Dietmar nous a raconté sur l'Allemagne, où là il y a de l'espoir, moi je ne vois rien en Europe qui s'apparente à des DARPA pour le moment. Même la European Innovation Council, ça se veut une DARPA, mais nos amis de la Bocconi vous expliqueront que on est loin d'être, ou Jean Tirole ou d'autres, qu'on est loin d'être une DARPA. Donc un peu mon idée, c'est comment vous réconciliez politique industrielle, politique de la concurrence, et comment il faut éventuellement faire évoluer notre politique de la concurrence d'un côté, et faire évoluer notre conception de la politique industrielle de l'autre pour que les deux se marient mieux. Comment vous voyez cette chose-là? Comment vous voyez cette question? Well, there are many dimensions to this answer. The first is that even before we get to competition, we have to look at regulation. And that's, by the way, it's another thing that can be done that costs nothing. Namely, get rid of useless regulation. Not all regulation, but there is a big chunk of this that's useless. Think about only the digital space and the high-tech space. There we have 100 pieces of legislation only on that,
And we have 270 regulators which oversee this. Now, what I learned interviewing both large operators and small high innovative companies, which have, actually some of them have left Europe, some of them. It's 30% of the so-called unicorns, namely companies that have overcome 1 billion euros of market capitalization, have left Europe and are now in the United States. And their answer was basically, all of them was, you know, Mario, when we start our company, we are only 2-3 people company, but we are subject to the same regulation as Google or Microsoft or Amazon have to be subject to. We just can't afford, so we have to leave. Incidentally, this is especially self-defeating for us because we will not be able to create a Google, an Amazon, or a Microsoft. No, we'll not be able to create this, at least in my lifetime. But we have lots of mid-companies, SMEs that are highly innovative. We've seen before in the presentation before how much talent there is in Europe. But we are defeating them through this excessive regulation. Coming to how to reconcile the industrial policy with competition law. Generally, one would say that there isn't any conflict. Actually, competition produces higher investments, higher innovation, lower prices, an ideal world. But this world is not ideal any longer. It's changed now. And so the report has prescriptions on what to do. But before I get there, some sort of hasty readers of the report in the early stages commented that we actually want to cancel our competition policy. That's not true. Let me take the telecom example that you made before. The point is here, we have a highly fragmented telecom industry. A result of this, I mean, again, comparison with US or China, there are 4 operators in US and 5 maybe in China. We have 34, and then we have about 100 of sort of private, smaller companies operating there. The result of this is underinvestment. Right now, the average cost of financing is higher than the average return to investment. And that's one of the reasons why we are late in broadband, in 5G, and in many other things, because there is no incentive to invest. That's an example. But immediately the counter answer is, you want to create national monopolies. No, we don't want to have 27 small telecom monopolists in each country dictating prices and conditions to the poor consumers. No, we want to have 4 pan-European, 5, 6, whatever, pan-European operators that compete on each single national market. By the way, this is not only responsibility of competition rules, but actually it's also responsibility of the fragmented national regulations on the specters, and the way the auctions are being run. So a standardization of auction spaces in auction bids in that space is also something that we ought to do. Second point, in the industrial policy advices that we give, we don't want to pick winners, create national champions. We are fully aware of the failures of the 70s at doing that. So what we say explicitly is that industrial policy should be directed to sectors and not to industries, specific industries. That is also one other thing we say. But basically, it's a world now. It's changed in a sense. Why it's changed? Because in many of these industries that actually are responsible for raising productivity, for keeping productivity high, you have 2 things: high fixed costs and a big investments at the beginning. So, for example, in artificial intelligence, you have high fixed costs of training models,
of having data. The biggest investment right now is data centers for all these industries. Now, in this situation, and it's clear that you can't really have small operators competing with each other. Not only that, but the characteristics of these industries, are that it's so-called winner takes all. Namely, they are industries that produce necessarily dominant players. And that's why the suggestion about how to sort of steer the future in this field is for competition rules to be, not really rules, competition policies to be adapted to a fast-changing environment where competition looks forward, it's forward-looking. It's also more agile than it is today. I mean, you can't wait 1 year to get the answer to a letter. That's in a sense even more simple to do. And it contains an innovation component. In other words, when you are asked, can I make this merger? One of the features that we would suggest should be considered is exactly, is the merger producing innovation? And then what should we do to mitigate the bigger size effects on consumers? What should we do? What are the remedies? And we should gear the remedies in a way that considers innovation a big component. Thank you. Je souscris à ce que Mario vient de dire pleinement, mais au fond, quel est notre objectif? On veut créer le maximum de richesses pour le travailleur, l'investisseur et le consommateur. Cet équilibre que cherche en permanence à atteindre une bonne politique de concurrence qui s'articule avec une politique d'innovation et une politique industrielle. Mais en plus, on a deux équations qu'on veut rajouter, enfin deux termes qu'on veut rajouter, deux contraintes à notre équation. On veut décarboner cette économie, ce qui est quand même un élément sur le chemin critique qu'il faut ajouter et prendre en compte, et on veut préserver notre souveraineté, notre autonomie stratégique européenne. On veut réduire nos dépendances. Il faut l'intégrer si on veut regarder nos politiques justement de concurrence ou autres. Ce qui fait que on sait depuis plusieurs années maintenant que notre politique de concurrence, qui est, je crois, un élément solide du fonctionnement de notre Europe, elle doit mieux intégrer l'évolution des marchés pertinents et des grands compétiteurs. Et donc les évolutions technologiques changent parfois les marchés pertinents. Quand on regarde tel ou tel marché qui est bousculé par une innovation d'usage ou une innovation industrielle profonde, ben, il y a peut-être des compétiteurs qui apparaissent et qui sont en situation très monopolistique dans d'autres géographies. Si on regarde un marché pertinent sur la base de vieilles technologies, on va se tromper. En tout cas, on va sanctionner inutilement un acteur industriel européen. Et quand on voit la capacité, en effet, qu'ont les acteurs chinois ou américains à devenir gros, on peut, dans la compétition internationale, mettre des freins parfois par notre politique de concurrence à la constitution de grands acteurs européens. Bon. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on voit bien qu'il faut ajuster les choses. Mais cette politique, elle n'est compatible que si on va beaucoup plus vite sur l'intégration du marché unique. Je ne vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure, Mario l'a dit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait notre marché unique, c'est une régulation commune, mais en plus des 27 régulations existantes, on est très peu efficace. Et on n'a pas un vrai marché unique domestique et on n'a pas la capacité à aller à la bonne vitesse. Et donc, vraiment, c'est un agenda, au fond, de simplification et d'homogénéisation. Mais ça revient à la même chose que ce que je disais tout à l'heure en prenant l'exemple de l'innovation. Ça veut dire retrouver l'essence même du projet européen. C'est qu'on ne va peut-être pas tout gagner à chaque étape, mais le gain collectif qu'on tirera d'une telle politique est bon pour chacun d'entre nous. Et à l'échelle aujourd'hui de la compétition planétaire, c'est clé. Et donc, en effet, ça c'est un élément clé. Le marché unique plus intégré, la simplification, c'est la base, si je puis dire, d'une bonne politique industrielle qui préserve notre capacité à être concurrent, en plus d'une bonne définition du marché pertinent. En plus de ça, moi j'ajouterais qu'il faut en effet avoir une politique sur quelques secteurs où on assume d'avoir une politique d'innovation et une politique industrielle. Ce qu'on a fait sur les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries, il faut qu'on le fasse vraisemblablement sur le quantique, sur les clean tech, sur santé et défense. Santé, on l'avait un peu fait avec ERA post-Covid, mais sur ces volets-là, on sait qu'il faut de l'investissement commun, l'équivalent de nos PIEC, mais simplement, il faut faire beaucoup, vite, avec les procédures de gouvernance que j'évoquais tout à l'heure, pour avoir une politique d'innovation efficace et qui permette sur les secteurs clés
d'avoir des projets qui sont les plus disruptifs, qui avancent, en lien d'ailleurs avec des écosystèmes d'innovation, comme ça a été dit par Mario. Puis le dernier point, si on veut une politique efficace en la matière, il faut qu'on soit beaucoup plus dans nos régulations, dans la capacité à donner des horizons, des incitations au marché, mais en étant sur la neutralité technologique. Et je voudrais insister sur ce point parce que je pense que c'est un des vrais dysfonctionnements européens, en particulier qu'on a eu toujours avec les meilleures volontés du monde ces dernières années. On a fait 3 ou 4 régulations sur l'hydrogène ces dernières années. Formidable, on s'est dit on va y aller à fond. On a fait des pièces hydrogène qui ont marché. On a dit on va faire des grands projets, on va développer nos propres électrolyseurs chez nous, on va développer des projets d'innovation, de rupture sur les différentes techniques. Et puis on a fait des tas de directives pour définir. Et comme le sous-jacent, c'est votre modèle énergétique, ces directives ont été négociées sur la fragmentation du marché énergétique des différentes nations. Et donc, on a créé un marché de l'hydrogène qui n'existait pas européen, mais où on a dit on n'a pas de droit de produire tant de pourcentage d'hydrogène venant du nucléaire à telle heure du jour ou de la nuit, tant venant de... Et donc, on a nativement construit un marché de l'hydrogène totalement fragmenté et biaisé, parce qu'on a été prescriptif sur le plan de la technologie. Et moi, je me fiche de savoir que l'électron qui m'aide à faire l'électrolyse pour produire de l'hydrogène vert soit un électron qui est fait à base de renouvelables, d'éolien offshore au Danemark, de solaire en Espagne ou de nucléaire en France. Ce que je veux, c'est que ce soit de l'hydrogène européenne compétitive, décarbonée. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Et ça, c'est une vraie bêtise. Parce que si on procédait comme ça, on est très compétitif par rapport aux Américains ou aux Chinois. Parce que personne n'a notre capacité à aller aussi vite. Et donc, on doit être beaucoup plus sur de la neutralité technologique. Je pourrais prendre l'exemple de la voiture avec à peu près la même démonstration. Et donc, on doit être sur des politiques industrielles qui font de l'aide sectorielle, qui donnent des signaux de marché beaucoup plus clairs, mais qui sont sur de la neutralité technologique beaucoup plus assumée. Je passe à la question suivante, c'est sur la recherche. Ça nous concerne nous directement, évidemment, nous avons des vested interests. Antonin Bergeaud, qui est ici, a écrit un papier tout à fait fascinant sur le rôle des LabEx pour stimuler l'innovation de rupture en France. Souvent, en France, nous, on a tendance à nous sous-estimer, à considérer que tout ce qu'on fait n'est pas bien. On est des gens très critiques et on ne reconnaît pas les bonnes choses. Il y a eu une expérience qui a été très réussie, c'est celle des laboratoires d'excellence. Donc, elle a été mise en place en 2007-2008, en fait. Il y a eu, je ne sais pas combien, quelques milliards de financements d'argent mis dans les LabEx. Il y avait des jurys internationaux qui sélectionnaient des laboratoires d'excellence, de recherche fondamentale, et qui ont reçu donc des moyens qui leur permettaient d'embaucher les meilleurs mondialement, de développer leur... Et l'étude d'Antonin montre, et de ses collègues, montre que l'impact des LabEx a été très important sur l'innovation de frontières, l'innovation de rupture, des industries géographiquement et technologiquement proches des domaines des LabEx concernés. Donc il y a vraiment eu un impact. Il y a d'autres, je ne veux pas critiquer d'autres choses qu'on a fait sur la recherche, je ne veux pas ni critiquer ni pas critiquer. C'est très difficile en France de mettre en évidence les effets positifs de subventions à la recherche. On a beaucoup de mal, mais il y en a un dont on sait que ça a été très efficace, c'est ces laboratoires d'excellence. Ça a vraiment stimulé l'innovation de rupture. C'était des financements très ciblés, parce que vous êtes ciblés sur les domaines d'excellence de ces laboratoires. Voilà. Alors, est-ce que pour une fois que nous on fait beaucoup de choses très bien en France, mais voilà une très bonne chose en domaine de la recherche, est-ce que il n'y a pas une bonne leçon à tirer? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de l'expérience des LabEx? Tout à l'heure, je parlais de la Suède, et en faisant comme les Suédois. Là, je dis faisons comme nous-mêmes. Les LabEx, ça marche très bien. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer, peut-être pour une politique de recherche et d'innovation qui stimule les innovations de rupture dans les secteurs de haute technologie? Antonin expliquait également que l'Europe innove, fait surtout de l'innovation incrémentale dans du mid-tech. On ne fait pas assez d'innovation de rupture dans les high-tech. Est-ce que des schémas genre LabEx ou d'autres modes, aussi quelque chose qui manque en Europe beaucoup, c'est des financements de long terme. L'ERC, c'est très bien, la European Research Council, le Conseil de recherche européen, mais c'est des financements de court terme. Je sais qu'il y a la Max Planck Institute, appartient à Dietmar, et dans une Max Planck, ça c'est des financements de long terme, mais il n'y a pas au niveau européen, que je sache, l'équivalent du Howard Hughes Medical Investigator que je mentionnais tout à l'heure aux États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer également des équivalents européens pour financer de la recherche de long terme, pour pousser les meilleurs
et pour ensuite favoriser les externalités, ce qu'on appelle les spillovers en anglais, les externalités technologiques de cette recherche fondamentale faite par les chercheurs les plus productifs vers de l'innovation de rupture. Voilà comment. Mais voilà, moi, ce qui vous est plaisir, c'est de partir de quelque chose qui chez nous a très très bien marché. Voilà, c'est rare qu'on puisse démontrer que quelque chose a été dans ce domaine de la recherche aussi performant que les LabEx. Qu'est-ce que vous avez? Vous parliez d'ERC institutionnel, notamment dans le rapport Mario, ou d'autres choses. Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus? Sur comment améliorer notre écosystème de recherche fondamentale et faire qu'il ait le plus d'impact possible sur l'innovation de rupture en Europe? Well, I think you said it all, basically. This is the... it'd be difficult for me to say it better than you did. But that's exactly the sort of line followed in the report. More specifically, we have at European level, we have a European Innovation Council Pathfinder. What we suggest there is, by the way, the resources of this thing, the Pathfinder, are something like, if I remember well, but just 250, 300 million. And the resources of the DARPAs of the United States are something like 6 billion. So there is a disproportion. What the report says, we should reform the EIC Pathfinder, and after it's been reformed, give more money. The reform should concern especially the governance. Leading scientists should be the ones who identify the projects, and managers, professional managers, should be the ones who implement them. And that's basically the institutional, there are the institutional advice there. At member state level, we see again and again what we've seen in everything we said today, namely that we do things on our own. We don't especially do them well, by the way, with the exception of LabEx, which was success. It may happen we do them well, but we usually do them in a fractured way, and the same thing is with expenditure in research and innovation. It's fragmented, very fragmented. Think about research that is R&D that is financed by the defense budgets. Well, in Europe, the defense budget has a very tiny percentage in the R&D. I can't remember exactly the figure, but it's about something like 10 times less than what the percentage is in the US defense budget devoted to R&D. So you see that without even thinking about augmenting money, there are many ways that can be done to reorient the money we spend in different ways and to focus, especially, as you said before, ciblé. That's the word you used. Thank you. Je pense que ça fait le lien avec ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire que plus vite on arrivera à raccrocher le décalage avec les États-Unis d'Amérique, plus vite on aura un modèle aussi d'innovation et de recherche qui pourra être compétitif. Parce qu'on paye aujourd'hui dans le différentiel ce qu'on a perdu il y a 20 ans. Et en vérité, je vais revenir après à la recherche fondamentale et la recherche de rupture, mais la difficulté qu'on a, Mario a redonné les chiffres, quand on regarde l'Atos Insu, le financement de recherche Europe-États-Unis, le gros différentiel, il est sur la partie privée, parce qu'on a une spécialisation sectorielle qui s'est déformée. Et que aujourd'hui, le grand driver du financement de l'innovation et de la recherche privée en Europe, c'est l'automobile, comme le rapport le montre bien, parce qu'on a ce cœur industriel qui est resté. Et nous parlons d'un pays qui a plutôt plus désindustrialisé que les voisins et qui donc a encore plus de biais sectoriels et du coup a moins de R&D privés. Mais là où, côté américain, ce sont en effet les industries technologiques, parce qu'elles ont pris le train justement de la transformation technologique, qu'elles avaient des telcos qui ont investi dans les innovations de rupture, qu'elles ont pris ensuite le train de l'Internet, de ces plateformes numériques qui investissent beaucoup plus. Et donc si aujourd'hui on ne prend pas le train de l'innovation, on ne sait pas créer des acteurs de taille intermédiaire et des champions dans les nouvelles technologies, on va continuer à déformer en quelque sorte notre tissu productif et à avoir en moyenne des industriels qui innovent moins ou qui innoveront sur des secteurs qui sont moins en rupture. Donc, je dis ça pour dire qu'il y a un effet de génération, si je puis dire, qui fait que, si besoin était de le démontrer, on doit aller très vite, très fort.
Et peut-être qu'en la matière, pour continuer les anglicismes, le leapfrogging est possible. Et donc, si on va très vite aujourd'hui sur de l'IA, sur des clean tech, sur des industries de rupture, on peut essayer de retrouver justement ce retard. Donc, nous, on a ce problème privé. Après, côté public, il y a eu des très bonnes initiatives, et merci de les citer ici. Et moi, je crois beaucoup aussi à cette approche par l'évaluation académique. Mais qu'est-ce qui fonctionne? C'est quand on décide, vous l'avez dit, d'avoir des jurys indépendants qui concentrent les moyens, qui suivent les résultats et qui évaluent. Et de conserver ça et de savoir fermer les dispositifs qui, eux, ne produisent pas les résultats. Bon, nous, on a un modèle sur lequel on a fait ces dernières années, je parle de la France, on a réinvesti, mais c'est, je dirais, un rattrapage, parce qu'on avait sous-investi sur le plan de la recherche publique. Et je pense qu'il faut continuer ce travail. Pour moi, on n'est pas au bout. Et je le dis ici parce qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure d'innovation, de recherche technologique. Tout ça n'est possible que si la nation investit dans la recherche fondamentale. Et celle-ci n'est évidemment pas toujours finalisée et pas toujours sur des points de rupture. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi se dire que on sait le contexte de finances publiques qui existe partout en Europe, que nous avons chez nous, mais l'investissement dans la recherche fondamentale, c'est une des bases absolument indispensables pour pouvoir avoir le reste. Et le faire avec des règles académiques d'indépendance. Je le dis aussi parce que si on se compare aux États-Unis d'Amérique, c'est un point sur lequel le modèle français et européen sont sans doute à envier. Mais continuer à avoir une recherche académique qui est financée, une recherche fondamentale qui est dûment financée, continuer, nous, à investir, et on doit le faire. Préserver les règles de l'indépendance de cette recherche académique, c'est, je le crois, un élément pas simplement de santé économique, mais démocratique. Et à un moment donné, les deux se tiennent. Donc ça, c'est un jalon. Ensuite, il faut en effet avoir des programmes dûment évalués sur la recherche de rupture. Et donc là, les LabEx, il y a différentes initiatives qui ont été prises ces dernières décennies, et en effet depuis 2007-2008, les IHU, ce qui a été fait avec les générations successives, mais ça ne vient pas se substituer à l'autre en concurrence. Et nos universités, avec nos organismes de recherche, souvent aidés par ces programmes, ont su créer ces dernières années des vrais clusters d'enseignement et de recherche, et je lis volontairement les deux, qui sont, je crois, vraiment un levier de notre compétitivité et qu'il faut continuer à encourager. Puis sur cette base, on doit avoir en effet la capacité à donner les bons signaux et à inciter à la recherche finalisée technologique par ce lien public-privé. Là-dessus, au niveau européen, Mario l'a dit, je pense que pour passer à une étape d'après, c'est ce que propose le rapport par rapport à l'ERC, c'est d'avoir au niveau européen une gouvernance pleinement indépendante, des moyens beaucoup plus massifs et d'avoir la capacité à assumer des projets à l'échelle européenne sur des règles qui sont strictement scientifiques et, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans regarder le retour géographique, mais en regardant simplement l'excellence des projets qui sont proposés et en acceptant ensuite une évaluation dans la durée. C'est à ce prix qu'on pourra avoir véritablement aussi des projets très innovants, de la recherche de rupture qui soient financés à l'échelle européenne. On aurait pu poursuivre la discussion, j'avais plein de sujets, le modèle social, comment réconcilier la mise en œuvre du rapport et la préservation ou l'amélioration de notre modèle social. Faut-il repenser le logiciel de la doctrine économique européenne? Mais malheureusement, nous ne pouvons pas parce que nous devons clore ce débat, sinon Mario va manquer son avion. Et donc, c'est dommage parce qu'il y avait encore plein de questions intéressantes que j'aurais voulu aborder, mais malheureusement, le pilote ne peut pas nous attendre. Non, je crois que. Et moi, voilà, je voulais remercier tout particulièrement Mario Draghi pour au moins trois raisons. La première, c'est d'avoir accepté de prendre les responsabilités qui ont été les siennes dans un moment délicat de la vie politique et économique de l'Italie et d'avoir été un formidable compagnon de route pour la France. La deuxième, c'est d'avoir accepté de faire ce rapport quand la présidente von der Leyen lui a demandé. La troisième, c'est d'être maintenant, au fond, pleinement engagé dans sa mise en œuvre, puisqu'il était avec nous à Budapest il y a quelques jours et il nous fait l'amitié de venir ici au Collège de France. Et donc vraiment, Mario, un immense merci pour tout cela, cette contribution. Et moi, je vais peut-être finir sur une note quand même optimiste, parce que je voudrais qu'on ait tous conscience, le rapport le dit aussi, il faut agir vite, mais on a les talents en Europe, on les forme, ils sont là. On a de l'épargne, on a donc du capital, on l'utilise mal. On a de l'énergie décarbonée qu'on produit de plus en plus, mais entre le renouvelable et le nucléaire, on a cet élément, il est clé. Et on a un modèle social et démocratique qui
qui est là, qui tient et qui est beaucoup plus exigeant que dans la plupart des régions du monde. Si on sait prendre au bon moment, c'est-à-dire maintenant, sans tarder, les bonnes décisions avec la gravité, la rapidité, l'engagement collectif, et qu'on sait le faire à 27, nous avons normalement tous les ingrédients sur la table. Donc il y a toutes les raisons d'être raisonnablement optimistes si nous sommes lucides, volontaires et déterminés. Ce que je crois nous sommes l'un et l'autre. Donc merci au Carré d'être là pour le porter. Merci à vous deux d'être venus. Ça fait l'honneur de votre présence.